Et à un moment, je tape sur YouTube comment devenir riche. Et genre, je tape ça et je tombe sur une vidéo YouTube de Théo Rossi. Et genre, il explique le copywriting, l'art de transformer les mots en euros, etc. Et j'étais en mode, ok, alors là, tu vas me dire que j'ai fait le salaire d'un médecin en vendant un service alors que j'ai zéro compétence. À cette époque-là, j'étais au lycée. Donc j'étais en terminale, ouais. En plus, moi, je me suis toujours senti décalé sur, tu vois, l'école, etc. Je me suis jamais senti à ma place après la terminale. Je suis parti en médecine. Donc j'ai fait ma première année de médecine. J'étais en mode, ok, on travaille de 8h à 17h. Ensuite, on a de 19h à 22h. On doit aller se taper 1 heure de route pour aller ensuite faire les trucs avec les tuteurs, etc. En gros, ça veut dire que ça, ce train de village, doit encore le vivre pendant 5 ans pour gagner 2 000 € par mois. Alors que je viens de toucher 50 € de l'heure en faisant un petit truc, en le testant par-ci par-là. Bah du coup, bonjour Ilyes, merci, ça fait un plaisir de t'avoir. Est-ce que... Avec plaisir, Adrien. Comment ça va du coup? Bah, ça va très bien et toi? Très très bien. Est-ce que du coup tu peux un peu te présenter, expliquer ce que tu fais? Ok, bah alors, pour ceux qui savent pas, bah moi je m'appelle Ilyes. Ce que je fais, c'est des scripts d'ads pour les plus gros infopreneurs sur le marché. Donc, Jean et Jeudi, Hakim Binotman, Thibaut Crypto, etc. Plein de gros. Et après, il y a d'autres aussi infopreneurs dont je vais pas dire le nom ici, que vous regardez tous, 100%. Et du coup, c'est ce que je fais, quoi. Écrire des scripts d'ads, des ads qui apparaissent dans votre feed, Trop simplement. bien, trop bien. Et c'est comment que tu t'es lancé du coup dans ce domaine? Alors, déjà, moi, ce qu'il faut savoir, parce qu'on peut recommencer de tout le début, pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Parce que moi, à la base, je voulais pas entreprendre, hein. Ok, Je pense qu'on a tous été plus ou moins comme ça. Enfin, moi, au début, ce que je voulais, c'était juste un peu d'argent. Je me rappelle quand j'avais 16-17, je voulais juste un peu d'argent. Et donc, j'avais postulé dans des jobs et tout, mais il n'y a personne qui te prend forcément parce que tu n'as pas d'XP. ouais. Mais toi, tu dis, mais j'ai besoin d'XP, du coup, passez-moi votre job. Mais non, ils vont pas te passer leur job parce que tu n'as pas d'XP. Cercle Donc, c'est vicieux. un, c'est un cercle vicieux. Et après, en fait, au final, j'ai découvert le business en ligne. Du coup, j'ai essayé un peu de tout. J'ai essayé de l'achat-revente sur Vinted. J'ai essayé le dropshipping à 16 ans et tout. Mais c'est trop compliqué. Enfin, à ce niveau-là, ben, j'avais pas les compétences pour. Et à un moment, je tape sur YouTube comment devenir riche. Et genre, je tape ça et je tombe sur une vidéo YouTube de Théo Rossi. Et genre, il explique le copywriting, l'art de transformer les mots en euros, etc. Moi, je regarde la vidéo. Je regarde en plus, il dit masterclass gratuite, valeur 5 000 €. Mais tu vois, en fait, il a Ouais, déjà utilisé le il a copywriting déjà, sur ouais. moi au final. C'était la première fois au final où j'étais confronté à du marketing sur Internet. Et du coup, je clique et je regarde la vidéo. Je regarde aussi après, une vidéo après, juste pour comment trouver des clients et tout. Il dit, ouais, alors ce que vous allez faire, c'est vous allez envoyer un mail, vous reprenez les mails les clients, des prospects, vous les réécrivez et vous leur dites, ah, voilà, j'ai écrit en version copywriting et tout. J'avais fait ça. Et je fais ça genre tous les jours. Bam, bam, tous les jours, j'envoie un mail. Bam, bam, tous les jours. Du coup, je réécris un mail et je leur propose ainsi de suite. Et là, après, au bout de, je pense, 35 jours, un truc comme ça, je tombe sur un client, je tombe sur un prospect qui me vient et me dit, ah, c'est intéressant, je suis chaud, etc., pour qu'on collabore ensemble et ainsi de suite. Et du coup, je lui dis, ouais, vas-y. Il me dit, écris-moi 4 mails. Je lui dis, ok, je te le fais pour 100 €. Au final, en vrai, 100 €, c'est quoi 100 €, tu vois? 100 €, tu fais rien avec, mais ça débloque tout. Ouais, Si bien tu te sûr. dis, ça marche, c'est réel. Et là, du coup, je lui écris ces 4 mails, etc. Et je le fais en 2 heures. Du coup, ça fait 100 divisé par 2, ça fait 50 € de l'heure. C'est comme ça à cette époque-là que je l'avais calculé. Et j'étais en mode, ok, alors là, tu vas me dire que j'ai fait le salaire d'un médecin Ouais, c'est vrai. en vendant un service alors que j'ai zéro compétence. À cette époque-là, j'étais au lycée. Donc j'étais en terminale, ouais. Là Et t'as je fais quel âge ça. pour... Là, maintenant, j'ai 19. Ok, ouais, pareil. Ok. Ok, c'est nice, c'est nice. Et là, tu vois, je me dis, mais purée, il y a un truc à faire.
il y a un truc à faire. En plus, moi, je me suis toujours senti décalé sur, tu vois, l'école, etc. Je me suis jamais senti à ma place. Je sais pas, pour ton cas, est-ce que c'est pareil? Ouais, c'est pareil. En fait, j'ai l'impression, tu vois, les gens de notre âge, du coup, ils sont dans un autre mindset, tu vois, complètement différent. Ouais. Genre, Moi, en c'est fait, pas. j'ai l'impression que j'ai vieilli trop vite. C'est ça. J'ai vraiment l'impression que j'ai vieilli trop vite. Parce que dans le sens où, après, je pense que c'est une bonne chose. Parce que si tu regardes Alexandre le Grand, si tu regardes toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses à un âge très, entre guillemets, alors qu'ils étaient encore très jeunes, c'est parce que justement, ils avaient un environnement qui les avait contraints. Moi, c'est parce que mon environnement, il m'avait contraint. J'étais en mode, je suis fils d'immigré, on fait pas beaucoup d'argent, etc. Je sais même pas si vais réussir à m'en sortir. J'ai déjà connu des moments, tu vois, assez difficiles. Et j'étais en mode, faut faire de l'argent, tu vois. Ouais, ouais, c'est obligé après, ouais. Et donc, Sinon, forcément, ça forge. Et moi, à ce moment-là, je me rappelle, du coup, si on revient à cette première vente, ça a vraiment débloqué un truc en moi. Ce qui fait que même si après, ça a été 8 mois où j'ai vraiment touché 0 euros, j'ai galéré comme un fou, j'ai essayé toutes les stratégies possibles et imaginables pour trouver des clients, ben, j'ai quand même continué parce que j'étais en mode, tu il y sais a que un c'est truc à possible. faire. Voilà, il y a quelque chose. Même si tout le monde me disait, oh non, ça marche pas et tout, même si j'avais pas le statut. Parce qu'en fait, au final, au début, t'as pas de statut en vrai. Au début, t'as pas de Ouais, reconnaissance. t'as pas de confiance, en fait, de la part des clients, t'as pas de. T'as du doute de la part de tout le monde parce que c'est Ouais, toi qui dois prouver aux autres que tu le mérites. Et donc, au début, forcément, c'est très difficile, mais c'est là où ça se départage. C'est là où la plupart des gens quittent. Et si tout le monde en vrai y arrivait aussi, ben, forcément, hein, ça aurait pas la même valeur. Mais tu vois, je suis content parce que j'ai toujours été quelqu'un qui lâche pas. Genre vraiment, je pense qu'il y a des gens comme ça, comme nous, où on est né avec la dalle. Tu peux pas arrêter tant que t'as pas ton truc. et comment t'as fait, du coup, pour continuer, tu vois, sur ces 8 mois, t'as vraiment. T'as fait aucune vente? C'est quoi qui t'a motivé, du coup, à continuer? Moi, ce qui m'a motivé en vrai, c'est juste, j'étais dans. Ben, en vrai, c'est juste, j'avais une vie éclatée, hein, faut juste dire la vérité. Il y avait des gens qui avaient, tu vois, leur petit scooter, leur petite voiture et tout, qui étaient les plus populaires dans le lycée, etc. Machin, il a ça, il a ça, il a ça. Moi, j'avais rien de tout ça. Et après, en plus, moi, j'étais tombé amoureux, en fait, du travail, en fait, au final. De la progression. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. C'est le fait de voir que j'évolue et que je progresse. Donc, en vrai, pour moi, ça a été difficile, c'est sûr. En fait, ce qui a été difficile, c'est pas le fait de taffer. Parce que quand t'as. En fait, taffer, c'est douloureux, on est d'accord. C'est très Ouais. douloureux. Mais quand le fait de rien faire, quand tu vois ton environnement, etc., ce qui se C'est encore passe, plus douloureux, en fait, de c'est rien encore faire, plus ouais. douloureux. C'est Donc, ça. tu te dis, autant taffer, tu vois, autant taffer. Et donc, c'est pour ça que moi, pour moi, taffer, ça n'a pas été difficile. Ce qui a été le plus difficile, c'est surtout la pression extérieure, c'est surtout l'aspect, t'es sûr ce que tu fais, c'est bien, etc. Je pense on a tous eu ces conversations avec les parents. Arrête ça, machin, truc, C'est ça. nanana. Est-ce que toi, du coup, t'as eu cette pression, enfin, est-ce que t'as quitté les cours, t'as arrêté les études, comment Ah, t'as. moi, j'ai drop out, hein. Moi, j'ai lâché direct, hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est très simple. Je suis parti ensuite, après la terminale, je suis parti en médecine. Donc, j'ai fait ma première année de médecine. Donc, je viens tranquille, et là, ça me met une claque. J'étais en mode, OK, on travaille de 8 heures à 17 heures. Et ensuite, on a de 19 heures à 22 heures. On doit aller se taper 1 heure de route pour aller ensuite faire les trucs avec les tuteurs, etc. Et là, je me dis, en fait, en gros, ça veut dire que ça, ce train de village, je dois encore le vivre pendant 5 ans C'est ça. pour gagner 2 000 euros par mois. Alors que je viens de toucher 50 euros de l'heure en faisant un petit truc, en le testant par-ci, par-là. Et là, j'étais en mode, non, non, j'accepte pas. C'est pas possible. Et donc, ce qui se passe, c'est, en plus, c'était en décembre. Donc, c'était il y a 2, 3 ans, un truc comme ça, ouais. Donc, en décembre, il y avait du coup le fameux examen avec, tu vois, le QCM pour les semestres et tout. J'ai rien révisé. J'en ai rien à cirer. Je m'en fous. Je viens, je réponds au hasard comme ça. Et je suis à l'aise, je suis tranquille, je suis calme. Tout le monde a la pression. Moi, je réponds tranquillement. Et je sors de la salle tranquillement.
Et tout le monde, tous mes potes, ils viennent, ils me disent: «Oh, t'es sûr à cette question-là? Parce que cette question-là, il y avait une question piège. J'espère que tu as bien répondu», ainsi de suite. Moi, j'étais là tranquille, m'en fous. J'étais tellement dans le déni que ce que je vais faire, ça va marcher, que j'étais tranquille à ce moment-là. Alors que j'avais juste 100 € et que pendant 8 mois, j'ai pas touché un rond, tu vois? Et ça m'a pas et j'ai quand même pas lâché. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que je me dis? Si je veux que ça marche vraiment pour de vrai, il faut que je me donne un 100. Parce que si je me donne pas à 100, je vais le regretter toute ma vie. Donc on teste maintenant, on est dans la période la plus difficile de ma vie, il faut que j'y arrive, tu vois? Et là, en fait, du coup, bah, je lâche, je drop out, je viens plus du tout dans les cours et tout et je bosse comme un fou, tu vois? J'essaye, je teste, machin truc et ça a été la meilleure décision de ma vie parce qu'ensuite, au final, ben, ça finit par payer quand tu fais de ton mieux, au final. Et du coup, après, ensuite, je suis monté à genre, j'ai fait un mois, du coup, à 300 €, ensuite 500, ensuite je suis redescendu, ensuite je suis remonté, ensuite je suis redescendu. Ensuite, après, j'ai fait mes premiers 2K, ensuite j'ai fait, du coup, après, j'ai commencé à en vivre. Après, j'ai fait les 5K. Ensuite, après, j'ai dépassé les 10K. Ensuite, après, j'ai dépassé les 15K. Là, j'ai dépassé les 20K. Et tu vois, c'est ça, quoi. Donc, c'est le fait de pas lâcher, quoi. Ouais, ensuite, ouais, c'est par palier et t'arrives à. C'est quoi tes objectifs d'ailleurs, financiers en général? Moi, j'ai pas vraiment d'objectif en soi. J'ai pas vraiment. En fait, si j'ai des objectifs, il y a des choses que je veux avoir, ainsi de suite, mais je suis pas dans cet état d'esprit de si j'ai pas mon objectif, je suis une merde. Si j'ai pas cet objectif-là, je suis éclaté. En vrai, si je l'ai pas, je l'ai pas. Mais la seule chose sur laquelle je vais m'en vouloir, c'est de ne pas avoir fait de mon mieux et de ne pas avoir fait au maximum. Ok, ouais, t'es plus basé sur les inputs que sur l'output en fait. Exactement, 100. Parce qu'il y a plein de gens, et ça aussi, moi au début j'étais comme ça, parce qu'il y a plein de gens qui disent je veux faire 10K par mois. Et du coup, si ce mois-ci, il fait pas 10K par mois, il fait juste 3K ou il fait 5K, il va s'en vouloir et il va se dire: «Mais je suis éclaté, je suis nul», et cetera. Mais justement, c'est en restant dans cet état d'esprit que tu vas pas faire les 10K par mois. Au lieu de se dire: «Ah, je veux ce chiffre-là, je veux ce chiffre-là», plutôt se dire: «OK, comment je peux être la personne qui est assez compétente et assez capable pour générer ce montant-là et l'avoir dans son compte en banque?» Et là, après, tu le fais indirectement. Moi, et justement, ce qui m'a surpris, c'est le jour où j'ai arrêté de penser en mode objectif: «Ah, je veux ça et si je l'ai pas, je suis éclaté». C'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à taper fort, quoi. Ok, ouais, c'est super intéressant. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec ça en vrai. Parce qu'en soi, en fait, tu te rabaisses en fait mentalement, tu te mets des barrières. Alors qu'en soi, le plus important, c'est vraiment le travail que tu mets dans la tâche. Et pas toutes C'est ces ça. illusions un peu que tu te dis, ouais, je vais faire 10K par mois, je vais faire. Et en plus, même, tu crées un manque. Tu Ouais, te c'est mets ça. dans une situation de manque où, «Ah, si j'ai pas ça», enfin, être dans le manque et cetera, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que c'est quand tu es dans le manque, quand tu as besoin d'un truc et que tu fais en mode, «Ah, j'ai besoin de ce truc», c'est là où tu as le moins de chances de l'avoir. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu vois, par exemple, on mange tous, on a tous un toit, enfin, après, il y a des personnes qui l'ont pas, force à eux, et cetera. Mais tu vois, nous, on mange, et cetera, on boit, tu sous un toit, tu as de l'électricité, tu as du wifi et tout. Mais si demain, tu es dans ce besoin-là: «Ah, j'ai besoin de ce truc, j'ai besoin de ce truc», ben, tu vois, ça risque parfois de t'empêcher de l'avoir. Ouais, Même c'est. si en vrai, si tu le veux vraiment aussi, parfois dans certains cas, ben, tu peux avoir cette chose-là. Si tu t'en donnes les moyens, ainsi de suite. Mais avoir cet état d'esprit de: «Ah, si je l'ai pas, bah, je suis pas bien», je trouve que c'est ingrat envers ce que tu as déjà, quoi. Et c'est surtout un cycle parce qu'en fait, quand tu es dans le manque et que tu atteins ton objectif, tu vas revouloir aller plus loin et avoir un autre objectif. En fait, tu vas tout le temps rester dans cet état d'esprit. Et en fait, tu vas jamais te sentir bien finalement parce que dès que tu atteins, je sais pas, t'atteins ton objectif, tu atteins 2K, tu vas vouloir faire 4K. Après, dès que tu atteins les 4K, tu vas vouloir faire plus. Et tu es tout le temps ouais, dans cet état d'esprit où ça, tu seras pas bien mentalement et tu vas pas tenir, je pense, sur la durée. Ouais. Ouais, 100. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un équilibre. Mm. C'est que si tu restes tout le temps dans la satisfaction, tu vas jamais bouger et tu auras jamais de résultat et tu vas garder la même vie, ce qui au long terme est mauvais pour toi. Mais si tu es tout le temps en mode: «Je veux plus, j'ai besoin de plus, j'en ai pas assez», bah, justement,
tu vas en avoir plus et tu vas fournir plus d'efforts, etc. Mais sur long terme aussi, ben, tu vas jamais être heureux, quoi. Et donc le but, c'est un peu d'avoir un équilibre. Moi, ce que je fais, par exemple, pour mon cas, c'est que le matin, je me réveille, j'ai la dalle, j'ai envie de conquérir le monde, tu vois. C'est d'essayer d'aller chercher, d'avoir le plus possible dans tous les aspects humains de ma vie. Et après le soir, tu vois, je me couche tranquillement et je suis satisfait de ce que j'ai déjà. Et j'essaie d'avoir vraiment un peu ce cycle-là. Parce que si tu es dans un côté seulement, eh ben, c'est pas bénéfique pour toi. Ouais, c'est vrai. T'as une routine, du coup, justement, dans ta journée que tu suis, ou c'est juste un peu par instinct, Non, par feeling? j'ai zéro routine. J'ai zéro routine. La seule chose que j'ai comme habitude, c'est m'entraîner, de manger bien, dormir bien, bah, de bosser sans distraction, et c'est tout, quoi. Mais sinon, j'ai pas de routine. Oui, il y a plein de gens aussi qui disent, ah, ma morning routine, machin, un truc. Tu sais, T'en j'aurais penses quoi de testé, ça, moi. justement? T'as testé. Ben, en vrai, moi, ma morning routine, c'est simple. C'est je me réveille, je vais faire une douche froide et je vais bosser. Non, je rigole, il n'y a même pas de douche froide. C'est juste je bosse direct, j'allume mon écran, je bosse. Il y a pas de morning routine. Mais après, en fait, ça dépend des gens, quoi. Ça dépend des gens. Tu as des gens qui ont besoin de tout ce truc-là, de se mettre dans le bain, etc. Tu vois, c'est comme si tu vas à la piscine. À la piscine, tu as deux personnes. T'as le mec qui va prendre de l'eau, qui va le mettre un peu sur son cou, euh, tu vois, pour se mettre bien et tout. Et t'as l'autre personne qui est en mode, Se je m'en jeter dedans. fous, je plonge dedans. Ah, c'est quoi, c'est moins 5 degrés? M'en fous, je plonge dedans. Parce que je vais souffrir tôt ou tard. Allons-y maintenant. Ouais. Et moi, j'ai toujours été comme ça. J'approche les choses de manière agressive et de manière rapide parce que plus vite tu le fais et plus vite c'est fait. Et le faire rapidement, c'est pas forcément le faire de manière mauvaise. Ouais, ouais. Je pense qu'en vrai, la rapidité, ouais, surtout dans le business en ligne, c'est super important, c'est d'agir vite. Ouais, mais c'est super important. Mais il y a plein de gens qui pensent que justement, en faisant de manière rapide, c'est aussi détériorer la qualité de la chose. Alors que non. Par exemple, si Tu as tu prends raison. un sprinter, si tu prends un sprinter professionnel et il va courir, son but c'est de courir le plus vite possible. Mais est-ce qu'il court le plus vite possible et il se ramasse par terre? Ben non. Il court le plus vite possible, mais il a toujours une qualité dans quelle surface de son pied va toucher le sol, ainsi de suite. Et c'est la même chose. Être rapide, c'est le truc le plus important. Parce que être rapide, si par exemple, tu es dans un avion, il n'y a plus de carburant, etc., qu'est-ce qui fait que l'avion, il décolle toujours et il tombe pas par terre? C'est parce qu'il y a de la vitesse, il a du momentum, il a de l'élan. Et ça, c'est super important. Ça, tu sais que ça, purée, ça, c'est ouf. Il y a plein de gens qui comprennent pas ça. Genre, tu leur dis oui, il faut être rapide et tout. Il est en mode, ouais, j'ai compris, il faut, Ouais, faut être je vais rapide. réfléchir sur le truc deux trois fois de Ouais, plus. tu vois les trucs là, je vais réfléchir, machin. Moi, par exemple, quand je dois prendre une décision, que j'achète un truc à 50 euros, à 5 euros même, ou que j'achète un truc à 5 000, en vrai, même les trucs où j'ai dépensé le plus, ouais, c'est largement plus que ça. On va pas dire ici. Mais tu vois, dans tous les cas, moi, la décision, je la prends en 5 6 secondes. C'est bon, tu sais, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va m'aider dans mes objectifs futurs? Est-ce que la personne que je désire être a utilisé cet objet-là, etc. Oui, non, c'est bon, c'est plié. Je vois, la plupart des gens, ils sont très lents par rapport à ça. Et même aussi sur l'exécution des choses. Moi, j'ai une histoire par rapport à ça qui est assez intéressante. C'est que moi, tu vois, j'écris des scripts dates. Mhm. Donc, j'écris le script, je donne les instructions sur le tournage, sur le montage, ainsi de suite. Il m'arrive parfois où je manage à la place de mes clients des acteurs et des monteurs. Donc, j'ai voulu tester une actrice, donc une fille que je connais, et on est potes, on va dire ça. Et je voulais la tester pour le tournage du Naz, etc., pour voir son acting, si c'est bien, et éventuellement sur le long terme, on bosse ensemble avec certains clients, ainsi de suite. Ce que je lui demande, c'est très simple. Il y a un script qui dure 1 minute, et elle doit le tourner face caméra. Donc ça prend 1 minute. La personne, au bout d'un mois, elle a rien fait. Ah, moi, Au c'est. bout d'un mois, elle a rien fait. Alors que je la rémunère par rapport à ça, machin, etc. Je te paye littéralement 50 balles pour que tu tournes une vidéo d'1 minute. Ça peut pas le faire. Et c'est là où je me dis, c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que tu as des gens, ils sont brocs, c'est pour ça que tu as des gens, ils sont pauvres, c'est qu'ils C'est sont ça. trop lents. Toi, son truc là de 1 minute,
Moi, enfin, je le fais en 1 minute. Ouais, mais Et dès que tu je le peux le faire tout le reçois, temps. tu le fais, quoi. C'est pas. Et c'est pour ça que je gagne plus d'argent que toi. C'est parce que je suis beaucoup plus rapide dans l'exécution des tâches. Ce qui fait que même si j'ai plein de mini-tâches, je les fais tellement rapidement. Donc, je passe à la tâche suivante et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pendant que toi, tu es encore bloqué sur ce truc-là. Et ce qui fait que je suis beaucoup plus rapide que toi. Et que j'avance plus loin. Et tu vois, c'est ça en vrai ce qui me surprend chez certaines personnes. Ils te disent qu'ils sont Ok. rapides, mais moi, quand je dis rapide, c'est même pas faire le truc dans la journée, c'est vraiment faire le truc dans la matinée ou dans l'après-midi. C'est ça être vraiment rapide. Après, forcément, il y a des tâches où c'est un peu plus long, c'est un peu plus compliqué, ça prend plus de temps, c'est OK, mais le but, c'est toujours approcher les choses et la manière de faire les choses de la manière la plus rapide possible. Non, je suis carrément d'accord. Ouais. Je pense, pour moi, c'est un des trucs les plus importants, là. La rapidité d'exécution sur un projet. C'est ce qui te différencie, en fait, de 90% des gens, à mon avis. 100%. Et c'est pour ça 100%. qu'aussi, les grandes boîtes, en fait, ils ont tellement de process, tellement, en fait, de gens derrière, que si, par exemple, toi, t'es freelance, bah, tu vas aller beaucoup plus vite qu'une grosse boîte qui va devoir parler à 5 personnes qui vont devoir se relayer le message. Et, euh, et je pense que c'est justement aussi un avantage, du coup, de travailler avec des gens et qui sont rapides, qui sont freelance, qui peuvent exécuter plus rapidement parce que ouais, c'est plus efficace et t'as- au final, tu as du meilleur travail parce que tu as aussi du feedback, quoi. Et tu vois, là, ce que tu viens de dire, c'est extrêmement pertinent. Parce que quand tu lances un business, généralement, tu lances, tu es en solo au début. Peu importe ce que tu fais de l'e-com, tu lances, tu es en solo. T'as pas un COO, t'as pas un mec qui gère ton polaz, qui est une personne sur ça, une personne sur ça, etc. Et donc, tu dois faire toutes les choses toute seule. Et la seule, l'avantage que tu as par rapport à ces grosses boîtes, c'est pas forcément le capital, parce qu'ils peuvent spend plus que toi en ads. Ouais. Ils ont plus de talent, etc. Ils ont plus de personnes, ils peuvent déléguer à plus de choses, mais toi, tu as la rapidité d'exécution. Tout part de toi uniquement. Donc à ce niveau-là, autant l'exploiter au maximum au début pour aller chercher un max de cash flow, ainsi de suite, et tu gagnes du temps. Et après, après, tu pourras ralentir les choses, ainsi de suite. Mais être rapide, c'est vraiment super important, surtout au début, quoi. Carrément, ouais. Toi, du coup, sur le copywriting, comment tu t'es formé ça m'intéresse de savoir un peu c'est quoi les steps que tu Ouais. as mis en place. Ben, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, tu vois, ces fameux 100 euros, Ouais. moi, ce que j'ai fait, c'est que ensuite j'ai voulu réinvestir directement. Putain, ça, Je c'est me cool. suis dit, on double down, tu vois. On réinvestit tout, comme ça, j'apprends plus et j'ai plus de connaissances. Du coup, je peux faire plus, ainsi de suite. Et du coup, là, je cherche, bah, 100 euros. Je me dis, qu'est-ce que je peux acheter à 100 euros, au final? Qu'est-ce que je peux acheter? Un livre, un e-book, de formation, peut-être. Et du coup, moi, tu vois, à cette époque-là, je parlais pas mal sur Twitter. Et en fait, ce que je faisais, c'est, vu que tu vois, bah, j'essayais d'avoir un max de feedback, essayer de comprendre un max de choses. Bah, moi, en fait, j'allais regarder toutes les personnes qui avaient sur leur profil copywriter, machin, et je leur envoyais un message, je leur disais, tu peux me relire, tu me dis si c'est good ou pas, ainsi de suite, comment je peux améliorer, ainsi de suite. Et en fait, il y avait pas mal qui me recommandaient une personne. Après, quand je leur ai demandé chez qui je devrais me former, ainsi de suite, et ils m'ont tous dit, tu vois, Charles Barra, Charles Barra, Charles Barra. Donc, pour ceux qui savent pas, Charles Barra, en gros, c'est un copywriter qui a bossé avec Agora. Agora, c'est littéralement la plus grosse boîte de marketing direct au monde. Ok, ouais, je savais même pas. Donc, en gros, c'est quoi le marketing direct? C'est-à-dire que il y a un prospect qui est confronté à ton marketing et d'ici 1 heure, 1h30, il t'a payé 97, voire même 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 euros. Ils sont tellement chauds en copywriting qu'ils ont des funnels, ils vendent des offres à 5, 6, 7, 8K, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8K, avec seulement une VSL, sans closer. Sans closer. Il n'y a pas de Ok. closer. C'est juste une C'est la vidéo. vaisselle. Tu vois, c'est là où tu te dis que c'est un autre level. Ouais. Et justement, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont recommandé lui et qui m'ont dit que Charles, il est super fort, ainsi de suite. Et du coup, moi, ce que je fais, je vais sur son profil, je vois qu'il a une newsletter, je m'inscris sur la newsletter. Là, je vois en fait qu'il propose Copyroom. Copyroom, bon, ça maintenant, ça n'existe plus.
parce que là, maintenant, en fait, il a que Copy House. Mais du coup, Copy Room, c'était, si tu rentrais dans un newsletter, normalement, c'était 145 balles par mois. Non, 145 par an. Donc, Ok, ouais. avec plein d'informations, plein de ressources, plein de trucs. Et dans la newsletter, c'était à 89. Moi, j'étais en mode, j'ai 100 balles, 89. C'est Je parfait. réinvestis tout. Et genre, je le prends. Et ça a été le premier pas que j'ai eu en achetant une formation. Et franchement, ça a été exceptionnel. Parce que j'ai appris énormément de choses en copie. Et aussi, j'ai développé énormément mon réseau. Parce qu'il y avait plein d'autres copies, ainsi de suite. Ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Et après, j'ai réinvesti encore plus j'ai mis un peu de côté, tu vois, j'ai investi dans Copy House pour entrer dans Copy House. Et là, ça a littéralement explosé. C'est comme ça ça a fait que j'ai réussi à en vivre, que j'ai réussi après, ouais, à atteindre d'autres caps, ainsi de suite. Et là, j'investis encore en vrai en moi. J'ai jamais arrêté ce truc-là d'investir. Je pense que les meilleurs continuent toujours d'apprendre, hein. Ouais, c'est super important, ouais. On est condamné à rester des éternels étudiants au final. C'est Ouais. ça qui est surprenant. T'as suivi un peu Tugan ou ce qu'il faisait, etc. Parce que je sais que lui, il faisait aussi beaucoup de copywriting. Ouais, bah, Tugan Bara, j'ai suivi un peu, ouais, vite fait. Mais en fait, moi, au moment où je m'étais lancé, etc., en fait, il en parlait plus trop. Ah, ok. Donc ça, c'était ce point-là. Et puis, Tugan, en fait, je me rendais compte que il reprenait des principes que, justement, Charles disait, quoi. Ouais, bah, en soi, c'est à peu près la même chose, j'imagine. Enfin, t'as des principes fondamentaux dans le copywriting comme dans n'importe Ouais. quoi. Et après, moi, en fait, moi, je suis parti du principe que si je veux apprendre un truc, je veux apprendre une expertise, une compétence, je vais pas forcément l'apprendre du mec qui a le plus de vues sur les réseaux, qui a le plus d'abonnés sur les réseaux, mais plutôt le mec qui fait ça tous les jours. Qui fait ça tous les jours, il fait ça dans son coin, il documente un peu, mais il est super bon à ça et tout son bouche à oreille, tout le monde dit qu'il est bon. Moi, c'est pour ça que je suis parti voir Charles directement. Parce que tout le monde disait, ah, il est chaud, il t'a fait Agora, etc. Regarde, ça, c'est des pages de vente qu'il a écrites, ainsi de suite. Et là, j'étais en mode, bah, en fait, il est compétent, donc pourquoi j'agirais pas là, tu vois. Moi, c'est ça qui a fait que je suis allé partir, tu vois, prendre ces formations, ainsi de suite. Même si c'est pas vraiment des formations, mais on peut dire ça comme ça, tu vois. Vu que c'est plus un mastermind. Ah, ok, ok. Ouais, bah, c'est super intéressant en vrai, ouais. De suivre ça, je pense que c'est mieux, ouais. Mais je trouve que moi, personnellement, c'est plus pertinent d'acheter de chez quelqu'un qui a un gros bouche à oreille, mais qui market pas trop son truc en avant, plutôt l'inverse. Parce que si tu achètes quelqu'un qui fait énormément de marketing et tout, je dis pas qu'il est forcément mauvais, c'est pas forcément le cas, parce qu'il y a toujours des exceptions, ainsi de suite. Mais il se peut qu'il soit excellent en marketing sur la manière dont il te vend le produit, Bon, en et soi, pas forcément est-ce que sur le ça, c'est pas produit. du copywriting, du coup, si c'est du marketing? Enfin, Si en soi, si en soi. Mais il y a plein de choses aussi à prendre en compte en vrai. Donc en vrai, c'est vrai, ça aussi, tu peux le prendre en compte. S'il est bon en copie, si la personne est bon en copie, pas forcément, elle va réussir à te vendre, elle va réussir à te faire passer à l'action sur une tâche, peu importe laquelle. Ça, c'est sûr. Mais moi, je suis parti du principe que, en fait, je lisais les mails et je trouvais que c'était pertinent, ainsi de suite. Et il m'a convaincu, tu vois. Donc, au final, il a fait son job. ouais, ça a bien marché, du coup, j'imagine. Enfin, t'as réussi, du coup, à Ouais, prendre toute la compétence. ouais, bien sûr. Et C'est ça, comment tout à tu fait. fais d'ailleurs pour, pour gagner en compétence en copywriting? Est-ce que t'écris toute la journée? C'est quoi un peu les étapes de Ouais. ça? Bah, en gros, en fait, ce qu'il faut savoir, pour donner aussi plus de détails sur mon parcours et pour que ce soit plus clair, c'est que moi, au début, en fait, je faisais du copywriting de manière globale. Parce que j'ai commencé les mails, après, je faisais des pages de vente, après, je faisais des VSL, après, je faisais des LP, j'en ai fait quelques-unes. Tu vois, je faisais un peu de tout. Après, au final, je me suis rendu compte que là où j'apportais le plus de résultats, c'était les ads. Et du coup, je me suis focalisé sur les ads. J'ai fait de plus en plus de scripts d'ads, ainsi de suite. Mais même au début, où tu vois, je faisais plus un peu de tout, ce que je faisais pour m'améliorer, c'est me relire en copie, analyser de la copie, analyser ce qui marche, et me faire relire moi-même. Parce que moi, un truc que j'ai remarqué, c'est que les gens qui apprennent vite et qui apprennent les choses super simplement et qui progressent le plus, c'est ceux qui aiment copier. C'est vraiment les gros copieurs. Parce que si tu copies, c'est comme ça que tu vas apprendre.
En fait, à l'école, on te dit, ah, si tu copies, c'est de la triche, c'est mauvais, C'est c'est mal vu, mal. ouais. Ouais, c'est mal vu de fou. Alors qu'en fait, si tu copies, c'est bien. Si justement, par exemple, parce que moi, je fais un peu de boxe, tu vois, si tu, au début, moi, je me rappelle, j'avais copié un move d'un boxeur, lui, ce qu'il faisait, tu vois, il était comme ça. À chaque fois qu'il recevait, tu vois, un direct droit ou un direct gauche, il enlevait comme ça. Il tapait comme ça, après ensuite, il enchaînait comme ça. Moi, au début, je comprenais rien. J'étais en mode, il le fait, je copie. Ça a l'air d'être intéressant. Je le copie, et en fait, après, au fur et à mesure, maintenant, avec l'expérience que j'ai maintenant dans la boxe, même si en vrai, pour moi, j'ai rien fait, bah, en fait, je me rends compte que c'est un move super pertinent parce que lui, il te fait ce direct-là, tu lui enlèves sa garde, du coup, il a ce champ-là de libre et tu peux le frapper. Et, mais ça, au début, tu ne comprends pas. Ouais. Ça, tu comprends pas. En fait, je pense que c'est avec l'expérience, du coup, et c'est Exactement. en ayant de plus en plus de points de repère qu'en fait, tu te rends compte de ce que tu fais. Et c'est là aussi que tu Totalement. crées aussi ton style ou ta technique, tu vois, en boxe. C'est là où tu vas commencer à Exactement. avoir ton 100%. propre style. En copywriting aussi, 100%. j'imagine. Mais 100%. Mais c'est ça. C'est, au début, c'est vraiment, tu copies. Tu copies la page de vente, la ads, etc. Moi, ce que je faisais, c'est littéralement les ads. Je les copiais mot pour mot sur un classeur. J'ai un gros classeur, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, mais j'ai un gros classeur et je copiais dessus. Et après, ensuite, j'essaie de comprendre, ah ok, mais pourquoi cette as-là a marché? Qu'est-ce qui est pertinent? Tu l'as fait à l'écrit à la main, du coup, sur papier ou sur PC Bah, au début, je l'ai fait sur papier. Et après, en vrai, je crois que je dois avoir une centaine de copies doubles, un truc comme ça. Ok, ouais. Et même en vrai, non, une centaine, je dirais même plus. Parce que j'ai deux classeurs remplis. Donc, j'ai copié énormément, tu vois. Copier, t'analyses, t'essaies de comprendre, etc. Et après, t'essaies d'appliquer du coup ce que t'as appris. Hmm. Mais aussi, ce qui va faire que tu vas devenir bon, c'est pas la pratique. Il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, je pratique. C'est, tu vois, comme par exemple, tu vois, ton CR7, on t'aime bien, mais practice makes perfect, c'est faux. C'est un mensonge. Parce que c'est pas vrai. On connaît tous. Moi, par exemple, je connais des gens qui font du copy, qui font des ads, etc., qui font bien plus longtemps que moi. Ils font ça depuis 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans. Ils sont moins bons que moi. Ou ils sont à peu près le même niveau. Comment ça se fait? Pourquoi? Alors, est-ce que c'est par rapport à la pratique? Non. Pas de remise en question, je pense. C'est par rapport à le feedback. C'est C'est par ça. rapport au feedback. Parce qu'en fait, la pratique, tu peux faire énormément de pratique, etc. Mais tu vas pas progresser avec la pratique, tu vas progresser avec le feedback. Et c'est ça qui fait la différence entre un professionnel et un amateur dans n'importe quel domaine. Si tu regardes par exemple un joueur de foot qui est professionnel, lui, il va regarder en replay, en arrière, plusieurs fois ses matchs. Un joueur d'échecs, il va revoir en arrière toutes ses parties d'échecs. Et moi, c'est ce que je fais la même chose. Tu vois, pour les ads, je revois toutes les ads que j'ai faites. Toutes les ads. Et après, genre, je demande des relectures, des feedbacks de d'autres marketeurs, etc., ainsi de suite. Comprendre aussi ce qu'en pense le marché. Et c'est vraiment le feedback qui fait la différence, pas vraiment la pratique. Je suis complètement d'accord avec ça, ouais, c'est plus important. Et c'est quoi les résultats du coup que tu as réussi à avoir pour tes clients avec le copywriting? C'est quoi les plus gros résultats que tu as pu avoir, par exemple? En vrai, les plus gros résultats, Genre les meilleures copies que tu as fait, un truc où tu te il y dis, a- ça c'est... en vrai, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, parce que j'ai des ads avec mes clients. En fait, ce qu'il faut savoir que là, maintenant, j'ai un énorme gros bouche à oreille qui fait que je bosse avec que les plus gros. Et du coup, maintenant, forcément, en ads, on spend entre allez, 30 000. Et le plus gros client que j'ai, ben, il a spend 1 million en un mois, etc. Ok, ouais. pour un challenge. Et en vrai, les plus gros résultats que j'ai eu, bon, en vrai, il y en a plein. Je sais pas lesquels citer, tu vois. J'ai eu des ads où on a spend 10, 15, 20K et on a eu énormément de leads, moins cher que le marché, quali, etc. Donc, il y en a pas mal. Après, c'est vrai que oui, il y a eu des challenges que j'ai fait avec certains clients où on a fait des dizaines de millions d'euros, où j'ai été un acteur important dans le déroulement de ce challenge-là. Enfin, j'ai pas tout fait, bien sûr, mais quand même, j'ai fait une partie qui est importante. Parce que même au final, quand tu te rends compte, les ads, si je fais des ads qui sont mauvaises, le CPL il est mauvais, on n'a pas beaucoup de leads, voire on a des leads qui sont pas quali. Derrière, même si on la ramène en Webi, etc., on peut pas vendre. Ouais, ça.
D'ailleurs, comment ça se passe? T'as plusieurs gens du coup qui font du copywriting sur un projet comme ça, t'as plusieurs copywriters, c'est quoi un peu les rôles? Alors ça dépend. Ça dépend des cas. C'est un peu vraiment au cas par cas. Parce que j'ai un peu de tout, on va dire. Dans le sens où j'ai des gros clients. Enfin, maintenant, je taffe plus trop avec les petits clients. J'ai quasiment arrêté en vrai. Mais ce que je veux dire dans un peu de tout, c'est dans des niches différentes. C'est-à-dire que j'ai un SaaS, je taffe avec un SaaS. Et ce SaaS-là, tu vois, ben, le owner du SaaS, il veut pas montrer sa tête. Parce que tu vois, si tu vas faire un exit, ainsi de suite, Ouais. il ne faut pas coller sa tête avec la brand du SaaS. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que moi, j'écris le script des ads. Vu que lui, il ne se peine pas énormément et qu'on doit faire énormément 30K par mois, ça va, c'est léger. Et du coup, il ne se peine pas énormément. Donc, je peux gérer le volume d'ads tout seul. J'écris le script des ads et je gère du coup aussi les monteurs et les acteurs. On va mettre des acteurs à sa place parce qu'il ne veut pas montrer sa tête. Et après, quand c'est, tu vois, des gros challenges, ainsi de suite, forcément, bah, il y aura d'autres copies. Soit je vais les épauler, soit ils peuvent le faire tout seuls, ainsi de suite. Et donc, ça dépend en vrai, ouais. Et c'est compliqué un peu de gérer s'il y a plusieurs copywriters, est-ce qu'il y a un peu des conflits des fois, tu vois, je sais jamais. Alors, la partie la plus dure dans le business, ça restera toujours l'humain. Ouais. Ça restera toujours ça, parce que l'humain a une... C'est assez complexe, parce qu'avec l'humain, il y a la partie morale qui rentre en compte. Et tu peux pas venir être en mode... Parce que, imaginons là, demain, tu utilises 5 tools pour ton business. Donc, tu utilises 5 SaaS, etc. Tu trouves qu'il y en a 3 qui sont pas ouf, qui sont claqués, qui sont pas rentables pour toi concrètement, et tu payes comme l'abonnement. Bah, tu cut, t'enlèves, tu supprimes. L'humain, c'est plus compliqué. Tu peux virer, mais même en vrai, en soi, il peut être bénéfique, mais tu le vois pas vraiment. Et c'est pas tangible, tu peux pas le mesurer. Donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué sur l'humain. En plus, il y a l'aspect humain qui rentre en compte et tout. Parce que c'est pas juste tu vires un bot, tu vois. Ouais, c'est C'est quelqu'un. quelqu'un qui a une vie. Et parfois, ben, tu vois, il a passé toute sa vie. Je sais pas, par exemple, tu as une boîte et tu as un salarié qui taffe pour toi depuis 15 ans et tu viens, tu lui dis, je te vire bah, pendant 15 ans et tout. Tu vois, il y a Ouais. plein de choses à prendre en compte. Donc ça, forcément, c'est dur. Mais après, c'est du management. C'est du management, faut apprendre ça. Et je pense que si tu veux être un bon entrepreneur, tôt ou tard, tu vas devoir apprendre à gérer les gens. Ouais, 100%. Ouais. Absolument. Parce que ce soit les clients, que ce soit les collaborateurs et même les éventuels prestataires que tu vas utiliser, ainsi de suite. Donc, pour moi, je trouve que oui, c'est dur, mais il y en a, ils se plaignent trop par rapport à ça. Ils disent, oh, l'humain, c'est dur, compliqué, etc. Mais ok, va faire un solo business. Ouais, en soi, Va ouais. faire un truc automatisation tout seul ou tu vois, va faire ça. Ou à la limite, ne demande pas d'aller scaler plus loin parce que tôt ou tard, quand tu voudras scaler, va falloir être confronté à plus d'humains, Mm. que ce soit En dans ton soi, marketing. ça se différencie un peu là avec l'IA. T'as besoin de moins en moins d'humains en soi dans l'opérationnel, etc. Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai que Du tu as coup, je besoin pense, de... je pense qu'il y aura ouais, des business tu vois, qui pourront être scalables même avec une seule personne qui gère tout. Oui, c'est possible. En fait, ce qu'il faut comprendre dans cette stat-là qu'il a donnée Sam Altman, il me semble que c'est lui, où on a besoin de 10 fois moins de salariés qu'avant. Ça, c'est vrai. On a besoin Ouais. de 10 fois moins de salariés. Parce qu'il y a l'IA, mais c'est pas parce que aussi par rapport à ça, mais c'est parce que il y a ce nouveau truc qui est rentré dans le marché, qui est la prestation externe. Mm. Donc, tu peux avoir des prestataires externes et tu n'as pas besoin de les internaliser. Parce que toi, ce que tu as besoin, c'est qu'il fasse juste cette tâche-là. Ouais, t'as pas besoin d'un mec qui fasse ça toute la journée, Oui, t'as pas besoin de ça. Et même en 30 fait, jours. si tu le prends, il va te faire cette tâche-là, du coup, il l'a faite en, je sais pas, 2 heures, et toi, tu vas lui payer 8 euros. Enfin, non, pas 8 euros, mais plutôt 8 heures par jour. Tu le fais taffer 8 heures par jour. Mais du coup, les heures restantes, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est surtout aussi que, ouais, si, imaginons que t'es là, t'as quelqu'un qui va te faire, je sais pas, quelqu'un qui va te gérer des événements, tu l'as embauché à 100% dans ton business, et même si en fait les événements ça te rapporte pas au niveau du ROI, ça te rapporte pas au niveau de ce que ça devrait, bah en fait tu vas pas vouloir le virer parce que le mec il est là, tu vas continuer à faire des événements, alors si ça se trouve, toi, ce qu'il te faut, c'est des webinaires, tu vois. Ouais, c'est Et ça, vrai, ça te pousse c'est du vrai. coup à continuer à faire la même chose parce qu'en fait le mec il est embauché et il faut le faire taffer, quoi. Ouais, bien sûr.
C'est vrai que c'est pour ça que moi, je trouve même, je suis pas fan Mm. du fait d'internaliser comme ça. Internaliser pour internaliser. Et des gens, leur rêve, c'est d'avoir 500 salariés. Moi, je trouve que c'est la pire idée d'avoir. Si c'est la seule manière pour atteindre l'objectif de l'entreprise, etc., là, ok, pourquoi pas. Là, on en discute. Mais sinon, ça sert à rien. Ouais, Internaliser c'est juste comme ça compliqué, ouais. pour rien. À la limite, si internaliser un talent ou une personne qui est très forte pour qu'elle fasse cette tâche-là toute la journée ou pour faire en sorte que bah, elle soit pas chez les autres concurrents, là, c'est une bonne idée. Mm. Mais je Ça, c'est pense, un ouais, bon truc. c'est plus le modèle qu'il faut chercher, je pense, c'est ouais, c'est plus Avengers, tu vois. T'es là, t'as une équipe de 5 C'est la experts, c'est des... rentabilité. En fait, c'est juste le cash. C'est Combien ça. tu fais rentrer et combien tu gardes le plus possible dans ta poche. C'est juste ça. Et en fait, il y a plein de gens en France, ils n'aiment pas trop ça, quoi. Tu as des gens, ils sont dans le business, ils sont dans l'entrepreneuriat, etc. Mais avoir un modèle vraiment orienté cash flow, orienté, enfin, data-driven sur ça, ils kiffent pas trop. Alors que, mec, si ta boîte fait pas d'argent, tu crèves, hein. C'est ça. Non, C'est ouais, pas une association, hein. c'est plus le mérite, je trouve. Certains, ils sont plus motivés par ça. Tu vois, ils sont là, ouais, ils vont prendre des salariés, ils vont faire un peu le parcours habituel, tu vois, d'une boîte, d'une start-up. Ils font des événements de coworking, des trucs comme ça. Ils vont faire Ouais. des Dans petits... 5 ans, on sera rentable. C'est ça. Mais moi, si dans 5 jours, on n'est pas rentable, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, c'est un modèle de pensée qui est trop bizarre. Et en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas compris la dure réalité de la vie, qui est que, en fait, si les gens, ils veulent pas ce que tu veux, ils veulent pas ce que tu proposes, etc., et s'il n'y a pas du cash flow qui rentre, et si en fait, s'il n'y a pas juste de l'argent qui rentre dans ton business, mais c'est que bah, ce que tu proposes, c'est nul. Parce qu'en fait, par définition, tu crées pas de l'argent, à moins que tu sois une banque. T'as pas de valeur ajoutée, en fait, sur le client, quoi. C'est ça, parce qu'au final, ce que tu fais, c'est que tu lui prends son argent. Tu lui prends son argent et en échange, tu lui donnes quelque chose. Et donc, s'il y a personne qui veut te donner son argent, c'est peut-être que parce que toi, ce que tu as à donner, c'est pas pertinent. Et ça, tu vois, il y a C'est vrai. plein de gens qui sont en mode, ouais, mais moi, j'y crois et tout, machin. Donne aux gens ce qu'ils veulent au lieu de donner ce que tu voudrais toi. Ouais, mais ça, Parce je que c'est le suis marché qui décide, complètement tu vois. d'accord. Ouais. Ah, tu vois, moi, par exemple, j'étais... avant, ce que je faisais, c'était des ads, tu vois, pour les produits. Je faisais des rendus 3D, etc. Et en fait, je pouvais bien prospecter tant que je veux, etc. Et ça prenait pas vraiment. Il y avait personne qui en voulait parce que, en plus, il y avait l'IA qui venait. Euh, Là, tu vois, c'est complètement remplaçable. J'ai bien fait de changer de modèle. Mais j'ai juste pris une opportunité que, que j'ai vue. Tu vois, j'ai eu une opportunité, je l'ai prise. Et j'ai tout basé sur ça. J'ai complètement switch. Et en fait, quand c'est déjà le client qui vient avec une idée et un besoin, bah toi, t'as juste à remplir ce besoin. Il y a forcément d'autres gens qui auront besoin de ça, quoi. Qui vont avoir le même besoin et que tu vas pouvoir satisfaire tout simplement. Et c'est ça, et c'est qu'il y a plein de gens qui ont des besoins. Il y a plein de besoins là actuellement sur la planète. Il y a plein de gens qui se plaignent, qui n'ont pas trouvé une solution par rapport à tel aspect. Ou ils ont trouvé une solution, mais elle n'est pas assez pertinente. Ils l'ont essayé et ça n'a pas marché. Donc, vouloir inventer un truc nouveau qui sort de je sais pas où, etc., c'est bullshit, tu vois. Ça sert à rien. Ouais. Faut avoir aussi une certaine flexibilité, tu vois, dans ce que tu fais. Si t'es trop rigide, tu te dis ça va marcher, ça, mon idée, c'est 100% la bonne. Faut réussir aussi à s'adapter au marché, en fait, tout simplement. Oui, bien sûr, parce qu'au final, c'est lui qui décide si c'est pertinent ou pas. Parce que une startup, même s'ils ont une idée, etc., ce qui va faire qu'il y a des investisseurs qui vont les financer, ainsi de suite, c'est parce qu'ils ont vu des indices, ils ont vu des éléments qui leur ont fait peut-être croire que ça pourrait être intéressant parce qu'il y a un marché, parce que ça peut être rentable, il y a des gens qui ont un besoin et vous résolvez ce besoin-là avec cette startup-là, ainsi de suite. Mais sinon, s'il n'y a pas tous ces aspects-là, c'est le monde des bisounours, quoi. Ouais, c'est C'est une ça. association, en fait, pas une boîte. Je suis complètement d'accord à 100%. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Ouais, c'est concernant l'IA, du coup, on en parlait un peu. Est-ce que tu penses que ça peut remplacer ton métier, tu vois, de copywriting? Est-ce que ça peut... C'est quoi l'impact qu'a l'IA sur le copy? Bah, déjà, l'IA a du mal à faire des tâches classiques, des tâches random. Donc, si on lui demande de faire des tâches que l'humain fait, alors là, c'est une grosse galère.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, bon, mon taf, ça. Ok, oui, l'IA, elle peut écrire des scripts, elle peut trouver des concepts originaux, elle peut trouver des formats originaux, etc. Mais moi, mon taf, c'est pas ça en soi. Mon taf, c'est d'apporter des résultats, c'est Mhm. d'apporter des leads, du trafic, c'est de captiver l'attention. Et pour devenir vraiment bon dans cette partie-là, faut comprendre l'humain. Faut que tu comprennes l'humain qui est devant toi. C'est aussi parfois savoir parler de manière subtile. Parce que dans les ads, une fois que tu vas chercher du trafic de plus en plus froid, il faut parler de manière indirecte. Faut pas être obvious en mode achète, tiens, mon produit, il y a ça, 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 achète. Non, faut être Ça d'ailleurs, ça plus marche, je crois, subtil. sur le marché américain, c'est moins subtil, tu vois, j'ai l'impression, que sur le marché français, Ouais, par exemple. bah en vrai, oui, c'est vrai. Mais la majorité, en fait, c'est juste une question, c'est l'échelle d'awareness d'Eugene Schwartz. Ouais. Et dans le sens où tu as des gens, si tu prends un marché, tu prends une niche, tu as des gens en fait qui vont avoir conscience de leurs problèmes, ils ont conscience qu'il y a une solution à leurs problèmes, et du coup, ce qu'ils cherchent, c'est juste la meilleure solution. Tu vois, par exemple, en perte de poids, tu as des gens, ils ont un problème et ils cherchent une solution. Il a testé le régime keto, paléo, Ducan, machin truc, et ils cherchent une solution. Tu as des gens qui ont aussi un problème, mais qui savent pas qu'il y a de solution. Donc, ah oui, j'ai Ouais, du ouais. gras et tout, mais je sais pas comment faire. Et tu as des gens qui savent qu'ils ont ni un problème et ni la solution. Donc, typiquement, je sais pas, par exemple, des gens qui sont obèses et ils savent pas que c'est problématique pour leur santé et ils savent pas qu'il y a une solution pour régler ça. Et la majorité de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été des gens qui n'ont pas conscience ou très peu conscience qu'ils ont un problème et qu'il y a une solution. Parce que Oui. c'est normal. En fait, on commence tous comme ça. Il n'y a personne qui est né sur Terre en sachant combien ça fait 1 + 1. C'est des choses dont tu prends conscience. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, et du coup, ce manque de connaissances, ouais, ça se résout avec l'information. C'est pour ça, ouais, je pense que tu as C'est besoin de ça. mettre plus d'informations sur. C'est ça. Mais c'est pas forcément donner de l'information, mais c'est faire prendre conscience. C'est des choses différentes. Ok. Parce que je peux te donner plein d'informations là maintenant. Les gens qui nous écoutent, ils peuvent avoir plein d'informations et tout. Mais il y a une différence entre je te donne des infos et je te fais prendre conscience d'un truc. Prendre conscience d'un truc, c'est comme si tu as C'est une que ça vient de clé toi, qui je crois. ouvre une porte. Et là, tu vois les possibilités. Et ça, c'est différent parce que ça révèle de l'humain. Ça révèle des biais psychologiques, de comment tu approches la chose dans le copywriting, dans les mots, etc. Donc ça, forcément, c'est différent. C'est plus du tout juste un texte, mais ça reste énormément de psychologie humaine. Et tu sais, parfois, c'est des trucs très subtils, hein, très, très, très subtils, mais qui font que la est très, très forte. T'as un exemple de ça, d'un truc subtil comme ça qui te débloque, tu vois, complètement, En qui peut te prendre, vrai, qui peut te faire prendre conscience d'un truc, tu vois. en vrai, ça dépend parce que ça dépend de plein de niches et plein de trucs. Mais comment dire? En vrai, c'est vraiment, ça dépend. Donc, Ça dépend. Mais en fait, le but, au final, c'est toujours un peu le même cheminement. C'est tu décris leur situation, ils se sentent compris, ils sont en mode, mais c'est exactement moi ça. Du coup, ils t'écoutent. Tu décris du coup forcément aussi les trucs qu'il y a négatifs, etc. La solution qui existe. Pourquoi la solution qui existe est meilleure que tout ce qu'il y a, déjà, les autres possibilités, et pourquoi ils devraient la prendre. C'est tout. ouais, ça fait penser, il y a un petit texte en copywriting comme ça je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus qui l'a fait. Attends, je sais pas si je peux le retrouver. Tu dois connaître, je pense, mais. Ouais, ouais, sûrement. Attends. Parce que ça, j'ai trouvé super intéressant. En fait, je l'utilise, tu vois, dès que je fais un petit texte, etc. Attends, si je peux te retrouver ça. Ah oui. Les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves, apportent une excuse à leurs échecs, réduisent leurs peurs, confirment leurs doutes et les aident à jeter la pierre sur leurs ennemis de Blair Warren. Ça te dit quelque chose? Ah oui, 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 je connais, ouais. C'est One Sentence Persuasion. Ça s'appelle Ouais, comme je crois que ça. c'est ça, ouais. Et oui, oui, Parce que tu bien as dit, sûr, ça forcément. m'a rappelé ça, c'est un peu le même process, j'ai l'impression. Mais au final, à la fin, le but, c'est juste de faire prendre conscience les gens. Parce qu'une fois que tu fais prendre conscience aux gens que tel truc est mauvais, que tel truc est bien, etc., là ensuite,
ils vont passer à l'action de manière logique. Tu vois, par exemple, un mec qui, on reprend tu vois, le truc de la perte de poids. Je veux cibler du coup des femmes qui sont obèses, qui n'ont pas du tout conscience qu'ils ont ce problème-là et qu'il y a une solution, comme moi, genre, je vends un accompagnement dans ça, blablabla, ou je vends un PDF, on va dire, Ouais, ou une naturel, solution minceur. ouais. Bah, du coup, ce que je peux faire, c'est un truc typique du style, oh, regarde, ça, elle, c'est Éléonore. Éléonore, tu vois, tout va bien dans sa vie, blablabla, elle a son petit truc, machin, machin. Mais un jour, elle sent une pression intense sur sa poitrine. Et elle part chez le médecin, il part aux urgences, ainsi de suite. Et, euh, et le médecin, il vient et lui dit, tu dois perdre 5 kilos. Maintenant, si tu perds pas ces 5 kilos, tu vas mourir. Tu vas faire un AVC. Et là, elle est choquée. Du coup, elle est en mode, ah, mais purée, mais je dois vraiment perdre ces kilos-là, parce que sinon, je vais mourir. Et du coup, je vais plus profiter de mes enfants. Et je pourrai plus faire ça, et plus faire ça, et plus faire ça. Et là, tu vois, là, déjà, je leur fais prendre conscience qu'ils ont un problème. Et je le fais de manière indirecte. Avec un storytelling. Tu vois, le storytelling, par exemple, c'est bien parce que tu racontes et tu fais comprendre aux gens des choses indirectement. Ouais, bah, je crois que c'est la manière la plus simple en soi de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, le storytelling. Ouais. C'est la manière la plus simple, mais c'est aussi la plus difficile. Ouais, C'est simple en vrai dans la faut structure, bien mais le c'est faire. difficile. Voilà, exactement. Et tu vois, genre, tu peux faire prendre conscience les gens comme ça. Donc, c'est vrai que c'est assez subtil et c'est pour ça que, ben, si je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, l'IA, ben, en vrai, elle peut faire des bonnes ads. En vrai, l'IA, je dis pas qu'elle peut pas faire des bonnes ads, mais faire des ads exceptionnelles, parce que c'est ce que me demandent mes clients au final, c'est des ads exceptionnels. Et faire des ads qui vraiment touchent bien le prospect et tout, elle a vraiment beaucoup moins de chances de le faire que d'un être humain normal qui a une conscience. Parce que pour que tu comprennes une conscience, il faut que tu sois une conscience. Ouais, ça te permet de mieux comprendre l'humain finalement. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que moi, par exemple, là, entre nous, on se parle comme ça. Mais il y a des mots, moi, si, tu vois, si je te dis, je sais pas, si, imaginons, si je te dis un mot, mais je le dis avec l'intonation bizarre et tout, bah, toi, tu vas comprendre ce que je veux dire. Ouais, tu Tu vas comprends comprendre autre différemment chose. les choses. Ouais. C'est ça. Mais une IA, elle est en mode, ah, t'as faim? Tu vois, elle est en mode, ok, t'as faim, bah, vas-y, tiens, à manger. Mais si je dis, j'ai faim, peut-être que je voulais dire que j'ai encore faim, tu vois. Ouais. Donc, ça aussi, c'est des petits détails de subtilité que, en fait, c'est de l'intelligence sociale. D'ailleurs, en copie, tu écris par exemple ça, est-ce que des intonations, des choses Ouais, bien sociales? sûr. Ouais. Mais même la manière dont on formule les mots et tout, c'est pas c'est pas de l'ancien français du XVIIe siècle, tu vois. Ouais, ça. Faut que ça parle aux gens, on parle avec Ça leurs parle à la propres cible. mots. Voilà, ça parle à la cible avec ses propres mots. Et oui, on va utiliser des intonations, on va utiliser des expressions qu'ils utilisent. On va aussi parfois utiliser des trucs où tu te dis, mais en français, ça se dit pas, mais les gens disent ça. Et quand ils disent ça, ils veulent dire un truc. Donc, je vois pas si, pour moi, je le fais souvent, donc, sur les expressions, la manière de dire les choses. Parce qu'en fait, au final, le plus important en copie, c'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu veux dire. Hmm. Mais en soi, ça Ce demande qui, beaucoup d'empathie aussi. Enfin, tu dois te mettre à la place de ouais, quelqu'un, de pouvoir, de bien voir le sûr, monde 100%. et sa manière de penser. Ouais. Après, c'est une habitude en vrai, en soi. C'est une habitude. Ok. Et du coup, toi, tu fais du copy tous les jours, c'est ça? Enfin, ou. Oh, bah oui, forcément, je fais que ça maintenant. Ok, C'est vraiment le job à temps plein, ouais. ok, trop bien. Bah, merci en tout cas. Bah, après, là, ça fait ouais, 50 minutes, je crois. C'était super intéressant. Ouais, avec plaisir. Oui, en vrai, tu t'as apporté beaucoup de valeur, je trouve. C'est incroyable de réussir à arriver à ce niveau-là, tu vois, de copywriting. Tu vois, tu te dis, c'est pas. Au premier abord, tu te dis pas que c'est quelque chose d'aussi poussé. Tu vois, c'est juste du texte, c'est juste Ouais, c'est ça. un script. Mais il y a tellement de choses derrière, il y a tellement de subtilité que c'est un peu un gouffre sans fin. Je pense que quand t'es dedans, t'as toujours des nouveaux trucs à apprendre, t'as nouveau. Oui, 100%, 100%. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et aussi, ben, forcément, en fait, vu que c'est du marketing, donc c'est orienté performance. Et tout le monde, en fait, la chose sur laquelle il y a le plus de compétition sur Terre, c'est l'argent. Ouais, Et vu qu'il y a tout le monde qui va faire de l'argent, donc ça devient de plus en plus dur. Donc le marketing devient de plus en plus sophistiqué, etc. Et donc c'est pour ça que c'est demandé. ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. D'ailleurs, attends, on peut faire un truc en vrai.
est-ce que tu peux faire le titre du coup de la vidéo parce que tu es expert en copywriting? Ce serait marrant. Si tu veux, tu peux le faire après ou quoi, tu m'envoies ça. Ouais, vas-y, je suis chaud. Je suis chaud, Comme en vrai, ça. ouais, je peux te faire le titre. Tu fais les miniatures, toi, pour tes vidéos ou pas? Ouais, c'est moi qui fais tout, montage, miniature. Ok, bah en vrai, ouais, même, tu peux faire la miniature, moi je te dis ce que j'en pense, Vas-y, pas de si souci. c'est good ou pas et tout. Ouais, Ouais, en vrai, c'est vas-y, hein. juste au niveau du copy, tu vois, je trouve ça marrant que pour voir ce que ça peut donner, tu vois. Ouais, ce que ça peut après, c'est vrai que tu peux toujours flop, mais la Oui, question, c'est de dire, ok, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, et comment adapter tout ça, quoi. Hmm. ouais, c'est ça. Bah, merci en tout cas d'être venu et d'avoir Avec accepté plaisir, l'invitation. avec plaisir, hein. Ouais, C'était j'arrête. c'était cool. Ciao, ciao. Vas-y.